Aujourd'hui, dans Le crime et ses raisons, un meurtrier enfonce une pioche dans la poitrine de sa victime et l'empale dans le plancher. En plus des 28 blessures causées par la pioche, l'assaillant prend un marteau et frappe une victime à l'arrière de la tête jusqu'à quasiment la décapiter. La police sait qu'elle cherche un tueur froid et sans cœur. Mais qui? C'est un acte extrêmement violent. Un tel niveau de violence indique souvent que le meurtre est personnel. Et il s'avérera que dans ce cas précis, le meurtre était très personnel. Vous avez raison de penser que cette affaire est le mal à l'état pur. Après un revirement inattendu, le pape se retrouve même impliqué. Houston, Texas, lundi 13 juin 1983. La ville subit la fin du boom pétrolier. Si la ville est riche, un quartier miteux abrite petits délinquants, drogués et prostituées. Pourtant, des centaines de personnes continuent d'aller au travail tous les jours. Greg Trevor en a assez d'attendre que son voisin passe le chercher pour aller au travail ensemble. Il se dirige alors chez lui pour lui dire de se dépêcher. Quand il frappe à la porte, personne ne répond. Greg entre doucement dans la maison. Il se rend dans la chambre et découvre son ami Jerry Dean, âgé de 26 ans, couché sur le lit et couvert de sang. C'est une scène macabre. La tête de Jerry est presque arrachée de son corps. Quelqu'un de très fort et de très déterminé a dû faire ça. Alors que Greg explore le reste de la pièce, il découvre une autre vision d'horreur. Une femme qu'il ne connaît pas est étendue morte sur le sol. Elle est empalée par une pioche. Son cœur et son corps sont transpercés à plusieurs endroits. Greg appelle la police. Gregory Trevor découvre une scène de crime si horrible que c'est difficile à imaginer. La police de Houston identifie rapidement la femme. Il s'agit de Deborah Thornton, âgée de 32 ans. Personne ne sait d'où elle connaît Jerry. Les policiers commencent leur enquête en interrogeant les personnes les plus proches des victimes. Ils annoncent d'abord la nouvelle au père de Deborah, Bill. Les enquêteurs montrent une photo de la scène de crime à Bill pour confirmer l'identité de Deborah. La scène est tellement intolérable qu'il dit à son fils de ne pas regarder. Les enquêteurs disent au père et au fils qu'ils pensent que Deborah s'est disputée avec son mari et qu'elle s'est enfuie. Mais personne ne sait comment elle a fini dans le lit de Jerry. Les enquêteurs s'intéressent à Bill. Ils pensent que ce dernier a un mobile. Le service des impôts a cité Deborah à comparaître pour témoigner contre lui dans une future affaire d'évasion fiscale. Cependant, il a un alibi pour l'heure de la mort. Les enquêteurs interrogent ensuite le mari de Deborah. Deborah Thornton a rencontré Jerry Dean lors d'une fête le jour de leur mort. Elle est rentrée avec lui ce soir-là. L'affaire semble pliée. Le mari trompé a un mobile pour le meurtre, un mobile vieux comme le monde. La vengeance. La police questionne le mari de Deborah et s'attend à des aveux. Mais il nie toute implication. Les policiers font monter d'un cran la pression. Malgré un interrogatoire musclé, le mari s'en tient à son histoire et il dit avoir un alibi. La police retrouve l'alibi en question. L'histoire du mari est vérifiée. Le mari jaloux est écarté de la liste des suspects. Les policiers sont de retour à la case départ. La piste du meurtrier s'arrête là. Au fil des semaines, l'enquête s'enlise. Les enquêteurs interrogent les amis des victimes, mais ne font aucune découverte majeure. La maison des horreurs de Houston fait très vite sensation dans les médias. L'affaire est surnommée l'affaire de la pioche par les journalistes qui relatent la moindre avancée de l'enquête. Un mois plus tard, l'inspecteur Jesse Mosier enquête sur une toute autre affaire quand il tombe sur le nom de Danny Garrett. Il se souvient que Danny a été interrogé dans l'affaire du double meurtre à la pioche, mais qu'il n'avait pas été d'une grande aide. J.C. Mosier connaît Danny depuis des années. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam âgé de 37 ans qui traîne dans les bars avec des petits voyous. Mosier a une intuition. Il appelle la femme de Danny pour en connaître plus sur les vauriens avec qui traîne son mari. Il est convaincu que Danny n'a pas tout dit à la police. Sans qu'il s'y attende, l'inspecteur Mosier reçoit un appel du frère de Danny, Doug Garrett. Doug lui raconte que Danny et un de ses amis savent quelque chose sur les meurtres. Doug est même persuadé que Danny et son ami les ont commis eux-mêmes. Les policiers ont déjà suivi plusieurs fausses pistes, et ils ne croient pas vraiment en celle-ci.
Ce n'est pas le cas de l'inspecteur Mosier. Il convoque Doug et son ami Carrie. Il apprend que Carrie a une sœur, Carla Tucker, qui est âgée de 23 ans. C'est une sorte de petite rebelle qui traîne avec une bande de motards. Il comprend que les deux jeunes gens ont peur d'eux. Doug se souvient que le matin après les meurtres, Carla est venue chez lui. Carla prétend qu'elle a volé la voiture et que Danny et elle ont tué Jerry pour l'avoir. Elle sort même le portefeuille de Jerry pour le prouver. Doug la laisse cacher la voiture chez lui et brûle le portefeuille. Si cela s'est vraiment passé, Doug est complice par assistance. L'histoire semble parfaite, mais l'inspecteur n'est toujours pas convaincu. Il a besoin de davantage de preuves. Carrie et Doug lui avouent que Carla parle de tuer d'autres personnes et qu'elle raconte avoir ressenti une très forte excitation sexuelle lors des meurtres. L'inspecteur Mosier sait qu'un tel crime nécessite des mesures spéciales. Il a besoin des aveux de Carla et de Danny. L'inspecteur élabore un plan. Il demande à Doug, visiblement ébranlé, de porter un micro. Doug refuse. Si Doug dit la vérité, il peut être accusé de destruction de preuves, d'entrave à la justice, de recel et de complot. Ces accusations sont un bon moyen de faire pression sur quelqu'un. Le samedi 20 juillet, 5 semaines après les meurtres, la police équipe Doug d'un micro et l'envoie au 2205 McLean Street, où vivent Carla et Danny. Doug essaie d'être le plus discret possible. Il avoue à David et Carla que la police est venue lui poser des questions. Il leur dit même qu'il rêve que des gens le pourchassent avec des armes. Carla et Danny lui disent qu'il n'a rien à craindre. Il reste quand même très nerveux. Il se met à pleurer. Il sait qu'il peut faire échouer toute l'enquête et se faire tuer. À suivre, Doug réussira-t-il à surmonter ses émotions? Trahira-t-il son frère sans révéler son propre secret et sans se faire tuer? Même les enquêteurs ont du mal à comprendre. Samedi 20 juillet 1983, l'enquête sur le meurtre le plus horrible de l'histoire de Houston mène la police à un appartement en périphérie de la ville. Carla essaie de réconforter Doug. Il lui demande s'ils avaient eu l'intention de tuer Jerry dès le début. Carla et Danny se regardent. Et Carla lui répond qu'ils ont simplement paniqué. Doug lui demande pourquoi elle a utilisé une pioche. Elle lui répond qu'elle l'a trouvée sur place. Il demande ensuite à Carla si c'est vrai qu'elle a ressenti une forte excitation sexuelle pendant les meurtres. Carla acquiesce. Je connais des meurtriers qui atteignent un certain degré de satisfaction sexuelle quand ils torturent ou tuent leurs victimes. Cependant, il est très inhabituel qu'ils atteignent l'orgasme. Et c'est encore plus inhabituel pour une femme. Quand Doug part de la maison, Carla se lève pour le raccompagner et lui fait un câlin. Moins d'1 heure plus tard, la police de Houston se présente pour arrêter Carla et Danny pour meurtre au premier degré. Les policiers n'arrivent pas à croire ce qu'ils entendent grâce au micro porté par Doug. Ils tiennent maintenant les suspects de ce crime non résolu et disposent de preuves non négligeables. Mais ils n'ont toujours pas de mobile. Comment cette petite jeune femme s'est retrouvée mêlée à un double meurtre aussi vicieux et étrange? Carla Faye Tucker est née le 18 novembre 1959 et a grandi dans la région de Houston, au Texas. Elle est la plus jeune des 3 filles de Larry et Caroline. Ils font beaucoup de choses tous ensemble. Ils jouent avec leur berger allemand, ils font du bateau, ils vont pêcher, ils font du jet ski. Mais tout cela vole en éclats. Larry et Caroline traversent de nombreuses mauvaises passes. Au milieu d'une famille en train d'exploser, Carla se replie sur elle-même. Carla est brune aux yeux bruns, alors que ses sœurs aînées sont blondes aux yeux bleus. Elle a l'impression de ne pas être à sa place. Larry finit par dire qu'il veut divorcer et que cette fois, il est sérieux. Il en a assez. La mère de Carla profite du divorce pour avouer un terrible secret. Sa mère révèle à Carla qu'elle est issue d'une relation extra-conjugale. Ce sentiment de rejet a un effet néfaste sur une fille de cet âge-là. Elle est en plein développement et elle en subira les conséquences toute sa vie. Elle pourrait même passer à l'acte.
Carla commence à fumer de l'herbe avec ses sœurs. Elle se sent tellement à l'écart qu'elle n'arrive pas à avoir de relations normales avec les filles de son âge. Alors qu'elle n'est même pas adolescente, Carla accepte la proposition d'un motard de consommer de l'héroïne, de prendre la route et de coucher avec lui. C'est une enfant. Ses cicatrices psychologiques sont profondes. Elle agit d'une manière qui aggrave les dégâts qu'elle... Petite amie de Sean, Jerry Dean. Carla n'aime pas Jerry parce qu'il fait croire qu'il est un dur à cuire. Rien ne s'arrange quand Jerry prend un album de photos de famille et défigure une photo de la mère de Carla avec un couteau. Jerry n'aime pas Carla non plus. Sean et elle ont récemment utilisé sa carte bancaire pour vider son compte. Carla veut que Jerry sache qu'elle est plus forte que lui. L'élément déclencheur est une fête d'anniversaire que Sean et Carla organisent pour sa sœur Carrie ce fameux week-end. Cette fête est une orgie où le sexe et les drogues abondent. Carla et ses amis se défoncent avec de la méthamphétamine, de l'héroïne, de l'oxycodone aspirine, du diazépam, de la bière, du rhum et de la tequila. Ils sont hors de contrôle. Danny essaie de dessouler pour aller travailler. Carla le conduit au travail à 21h. Sean est en boucle sur une dispute qu'elle a eue avec Jerry et finit par s'évanouir. Sean a un double des clés de Jerry. Carla les vole et persuade ensuite Sean qu'elle les a perdus. Carla part chercher Danny à 2h du matin. Elle emmène un autre fêtard avec elle, James Lebrandt. Ils se rendent au domicile de Jerry. Danny demande ce qui ferait le plus de mal à Jerry. Ils sont tous d'accord que ce serait de voler sa précieuse moto. Carla et Danny entrent dans l'appartement de Jerry et ils réalisent tout de suite que leur plan machiavélique va être plus difficile à réaliser que ce qu'ils pensaient. La moto est sur une bâche presque entièrement démontée. Il y a des outils partout. Appuyé contre un mur se trouve une pioche d'1 mètre de long. Tout à coup, Jerry se réveille. Ils sont déjà défoncés et là ils ont une bouffée d'adrénaline qui va démultiplier les effets des drogues. Carla et David passent en mode attaque et se ruent dans la chambre de Jerry. Carla saute sur le lit, s'assoit sur Jerry et le menace. Jerry pense qu'il s'agit de l'histoire du compte en banque. Il dit à Carla qu'ils vont arranger ça et qu'il n'a même pas porté plainte. Ça énerve Danny qui se lève, voit une boîte à outils et attrape un marteau. Danny frappe Jerry avec une telle violence, une telle force et une telle fréquence qu'il lui arrache quasiment la tête du corps. Carla allume la lumière. Elle regarde Danny frapper la tête de Jerry avec le marteau. Cela provoque une réaction psychologique inattendue. Carla avait peut-être besoin de Danny pour se lancer, mais elle est maintenant déterminée. Les fonctions corporelles de Jerry ralentissent. Sa respiration se fait laborieuse alors que sa gorge se remplit de fluide. Jerry émet alors un bruit de gargouillement. Carla ne le supporte pas. Elle racontera plus tard que tout ce qu'elle voulait, c'était mettre fin à ce bruit. À suivre. La situation va en se dégradant. Carla Faye Tucker et son petit ami David Garrett s'introduisent chez une de leurs connaissances et sont pris d'une frénésie meurtrière. Leur plan pour effrayer Jerry leur échappe totalement. Carla est maintenant lancée. Cette jeune femme de 23 ans, d'1,65 m pour à peine 55 kilos, attrape la pioche d'1 mètre et la plante encore. Et encore et encore dans le corps de Jerry. Pendant ce temps, Danny charge les pièces de la moto dans sa voiture. Quand il retourne dans l'appartement pour récupérer d'autres pièces, il demande à James Lebrandt, leur complice, d'aller voir Carla. James raconte qu'en entrant dans l'appartement, il entend le bruit de gargouillement. Il va dans la chambre et découvre Carla en proie à une folie totale. James la regarde sortir la pioche du corps de Jerry, sourire, puis planter la pioche encore et encore. À ce moment-là, James Lebrandt prend peur et quitte les lieux. Au même moment, Carla observe un mouvement dans la pile de couverture se trouvant à côté du lit. Quelque chose bouge. Cachée en dessous, se trouve Deborah Thornton, terrifiée. Elle la blesse légèrement à l'épaule avec la pioche. Deborah se défend. C'est à ce moment-là que Danny arrive. Il les sépare.
Carla fait remarquer que puisque Danny a prononcé son nom à voix haute, Deborah pourrait facilement l'identifier. Carla plante la pioche dans le corps de Deborah. Deborah tombe par terre. Carla enfonce la pioche si profondément dans le corps de Deborah que la jeune fille se retrouve empalée sur le sol. La pointe de la pioche est même coincée dans le plancher. Carla et Danny regardent le chaos qu'ils ont causé, mais rien ne les choque. Ils prennent le portefeuille de Jerry et s'en vont. 14 juin 1983, Houston, Texas. La nuit après les meurtres, Carla et Danny regardent les infos du soir et voient un reportage sur les meurtres. Ils rient d'être devenus célèbres. Le 20 juillet, le frère de Danny trahit le couple par peur pour sa sécurité. Carla et Danny sont accusés de meurtre au premier degré pour la mort de Jerry Dean et Deborah Thornton. Le procès commence le 11 avril 1983. Carla témoigne en sa propre faveur. Elle raconte au juré qu'elle n'a jamais apprécié Jerry. Une fois, Jerry a garé sa moto dans le salon de Carla. La moto était appuyée contre la télé et a fait des taches partout. Carla affirme que Jerry a utilisé un couteau de boucher pour détruire la photo de sa mère qu'elle avait donnée à Sean. Jerry ne voulait pas que Sean et Carla traînent ensemble. Carla déclare qu'elle ne se souvient pas avoir vu de corps. Elle affirme qu'elle n'a vu aucune blessure sur personne, et encore moins de sang. Carla est dans un tel déni qu'elle a des hallucinations négatives, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe juste sous ses yeux. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à ce genre d'hallucinations. Il est certain qu'une grande consommation de drogue et des tendances psychotiques sont un terrain favorable. Les médecins légistes comptent pas moins de 28 blessures sur le corps de Jerry, dont 20 qui ont pu lui être fatales. Deborah Thornton présente quant à elle de nombreuses blessures à la poitrine, ainsi qu'un traumatisme contendant au dos. Elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Carla prétend qu'elle a eu un orgasme à chaque fois qu'elle plantait la pioche. Lors du procès, elle dit à Doug, le frère de Danny, « Doug, je venais à chaque coup. » Confusion sexuelle. Il faut se souvenir que la première expérience sexuelle de cette femme s'est faite avec un motard drogué à l'héroïne alors qu'elle n'avait que 12 ans. Un psychiatre témoigne que même si Carla prétend que les meurtres lui ont procuré du plaisir sexuel, il doute que Carla ait jamais ressenti la moindre satisfaction sexuelle de toute sa vie. À suivre. La sentence de Carla se transforme en débat national. Houston, avril 1983. Carla Faye Tucker est jugée pour l'un des meurtres les plus effroyables de l'histoire du crime. La défense conclut son plaidoyer sans appeler de témoins à la barre. Le 19 avril 1984, le verdict de l'affaire est rendu. Carla Faye Tucker est déclarée coupable de meurtre au premier degré. Le 25 avril, le jury condamne Carla à la peine de mort. Carla Faye Tucker est la première femme à être condamnée à mort au Texas depuis 1863. Elle est la deuxième femme à recevoir la peine de mort aux États-Unis depuis sa remise en vigueur en 1976. Carla passe 14 ans dans le couloir de la mort pour femmes. Tout le monde affirme qu'elle devient une chrétienne convaincue et qu'elle reprend sa vie en main. À présent, elle a un visage doux et un comportement paisible. Le monde entier demande que sa peine soit commuée. Cela soulève une question fondamentale. Le système carcéral américain est-il dédié à la vengeance ou à la rédemption? Le directeur et les gardiens de la prison déclarent que Carla est une détenue modèle. C'est une chrétienne pratiquante qui semble éprouver des remords sincères. L'accusation soutient que la condamnation à la peine de mort se fonde sur le crime commis et non sur son comportement en prison. Sinon, il faudrait attendre de voir comment tous les prisonniers se comportent avant de les condamner à mort. Ce n'est pas juste de commuer la condamnation de certains prisonniers en fonction de leur comportement en prison et de ne pas commuer la peine d'autres personnes qui ont commis le même genre de crime.
Elle a le soutien de personnalités comme Billy Graham, le président de la Chambre des représentants Newt Gingrich, et même le pape Jean-Paul II. Un appel de dernière minute est adressé à George W. Bush, alors gouverneur du Texas. Cependant, il refuse de commuer la plaine de Carla. Alors que son bourreau libère l'injection mortelle, Carla Faye Tucker semble prier silencieusement. Elle est déclarée morte à 18h45. Ses yeux sont grands ouverts.